obsession pendant toute mon enfance, avoir de belles dents blanches comme les filles des magazines. Quand les éducatrices passaient dans mes familles d'accueil et me demandaient si j'avais besoin de quelque chose, je réclamais systématiquement une visite chez le dentiste comme si mon destin et ma vie tout entière allaient dépendre du sourire que j'aurais. Je n'avais pas de copine, je ressemblais trop à un garçon. Je m'étais attachée à des sœurs de substitution, mais les séparations répétées et les changements de famille d'accueil m'avaient massacrée. Ne jamais s'attacher, je me disais qu'avoir les cheveux rasés, ça me protégerait, ça me donnerait le cœur et le cran d'un garçon. Du coup, les filles m'évitaient. J'avais déjà couché avec des garçons pour faire comme tout le monde, mais rien de transcendant. J'avais été déçue, je ne trouvais pas ça. Je le faisais pour donner le change ou obtenir des fringues, une barrette de gîte, une entrée quelque part, une main qui serrait la mienne. Je préférais l'amour dans les contes pour enfants, ce qu'on ne m'avait jamais raconté. Ils se marièrent et eurent beaucoup. Accoudé au bar, Philippe Toussaint observait ses copains danser sur la piste en sirotant un whisky coca sans glace. Il avait une gueule d'ange, une sorte de Michel Berger en couleur. De longues boucles blondes, des yeux bleus, une peau claire, un nez aquilin, une bouche fraise, prête à être consommée. Une fraise du mois de juillet bien mûre. Il portait un jean, un t-shirt blanc et un blouson en cuir noir. Il était grand, charpenté, parfait. Dès que je l'ai vu, mon cœur a fait boum, comme quand le chante, je vais pas y arriver, comme le chante mon oncle, par alliance imaginaire, Charles Trenet. Avec moi, Philippe Toussaint aurait tout gratuit, même ses verres de whisky coca. Il n'avait rien à faire pour embrasser les jolies blondes qui lui tournaient autour, comme des mouches qui encerclent un morceau de barbac. Philippe Toussaint avait l'air de se foutre de tout. Il se laissait faire. Il n'avait pas à lever le petit doigt pour obtenir ce qu'il souhaitait, à part pour porter son verre à ses lèvres de temps en temps, entre deux baisers fluorescents. Il me tournait le dos. De lui, je ne voyais que les boucles blondes qui passaient du vert au rouge, au bleu sous les projecteurs. Ça faisait une bonne heure que mes yeux lampinaient dans ses cheveux. Par moments, il se penchait vers la bouche d'une fille qui lui murmurait quelque chose à l'oreille et je scrutais son profil parfait. Et puis, il a pivoté vers le bar et son regard s'est posé sur moi pour ne plus jamais me lâcher. À partir de cet instant, je suis devenue son jouet préféré. Au début, j'ai pensé que je l'intéressais à cause des doses d'alcool gratis que je servais dans son verre. En le servant, je m'arrangeais pour qu'il ne voie pas mes ongles rongés, juste mes dents blanches et parfaitement alignées. J'ai pensé qu'il avait l'air d'un fils de bonne famille. Pour moi, à part les jeunes du foyer, tout le monde avait l'air d'une fille ou d'un fils de bonne famille. Il y avait un embouteillage de midinette derrière lui, comme un péage sur l'autoroute du soleil un jour de grand départ.
n'est jamais repartie. Les premières semaines, je la nourrissais sur la tombe de sa maîtresse et peu à peu, elle m'a suivie jusqu'à la maison. Nono l'a baptisée Eliane comme Isabelle Adjani dans L'été meurtrier parce qu'elle a de beaux yeux bleus et que sa maîtresse est morte en août. En 20 ans, j'ai eu 3 chiens qui sont arrivés en même temps que leur maître et qui sont devenus les miens par la force des choses, mais il ne me reste qu'elle. On frappe à nouveau. J'hésite à ouvrir. Il n'est que 7 heures. Je suis en train de siroter mon thé en recouvrant mes biscottes de beurre salé et de confiture de fraises offertes par Suzanne Claire, dont les bouts reposent carrés des cèdres. J'écoute de la musique en dehors des heures d'ouverture du cimetière. J'écoute toujours de la musique. Je me lève et j'éteins la radio. Qui est là? Une voix masculine hésite et me répond. Excusez-moi madame, j'ai vu de la lumière. Je l'entends frotter ses pieds sur le paillasson. J'ai des questions à propos de quelqu'un qui repose dans le cimetière. Je pourrais lui dire de revenir à 8 heures à l'ouverture. 2 minutes, j'arrive. Je monte dans ma chambre et ouvre la penderie hiver pour enfiler une robe de chambre. J'ai 2 penderies. Une penderie que j'appelle hiver, l'autre été. Cela n'a rien à voir avec les saisons, mais avec les circonstances. La penderie hiver ne contient que des vêtements classiques et sombres. Elle est destinée aux autres. La penderie été ne contient que des vêtements clairs et colorés. Elle m'est destinée. Je porte l'été sous l'hiver et j'ôte l'hiver quand je suis seule. J'enfile donc une robe de chambre grise matelassée par-dessus mon déshabillé en soie rose. Je redescends ouvrir la porte et découvre un homme d'environ 40 ans. Je ne vois d'abord que ses yeux noirs qui me fixent. Bonjour, excusez-moi de vous déranger si tôt, il fait encore sombre et froid. Derrière lui, je vois que la nuit a déposé une couche de givre. De la vapeur sort de sa bouche comme s'il tirait des taffes dans le jour qui se lève. Il sent le tabac, la cannelle et la vanille. Je suis incapable de prononcer un mot, comme si je retrouvais quelqu'un perdu de vue. Je pense qu'il fait irruption chez moi trop tard, que s'il avait pu arriver sur le pas de ma porte il y a 20 ans, tout aurait été différent. Pourquoi est-ce que je me dis ça? Parce que cela fait des années que personne n'a frappé à ma porte côté rue, à part des gosses bourrés, que tous mes visiteurs arrivent par le cimetière. Je le fais entrer, il me remercie l'air gêné. Je lui sers du café. À Briançon, en Jalon, je connais tout le monde, même les habitants qui n'ont pas encore de mort chez moi. Tous sont passés au moins une fois par mes allées pour l'enterrement d'un ami, d'un voisin, de la mère d'un collègue. Lui, je ne l'ai jamais vu. Il a une petite pointe d'accent, quelque chose qui vient de la Méditerranée, dans sa façon de ponctuer les phrases. Il est très brun, si brun que ses rares cheveux blancs ressortent dans le désordre des autres. Il a un grand nez, des lèvres épaisses, des poches sous les yeux. Il ressemble un peu à Gainsbourg. On sent qu'il est fâché avec son rasoir, mais pas avec la grâce. Il a de belles mains, de longs doigts. Il boit son café brûlant à petites gorgées. Il souffle dessus et se réchauffe les mains contre la porcelaine. Je ne sais toujours pas pourquoi il est là. Je l'ai laissé entrer chez moi parce que ce n'est pas vraiment chez moi. Cette pièce, elle est à tout le monde. C'est comme une salle d'attente municipale que j'ai transformée en séjour cuisine. Elle appartient à tous les gens de passage et aux habitués. Il semble observer les murs. Cette pièce de 25 mètres carrés a la même allure que ma penderie hiver. Rien au mur. Pas de nappe en couleur ni de canapé bleu, juste du contreplaqué un peu partout et des chaises pour s'asseoir. Rien d'ostentatoire. Une cafetière toujours prête à servir, des tasses blanches et des alcools forts pour les cas désespérés. C'est là que je recueille les larmes, les confidences, la colère, les soupirs, le désespoir et le rire des fossoyeurs. Ma chambre est au premier, c'est mon arrière-cour secrète, mon chez-moi. Ma chambre et ma salle de bain sont 2 bonbonnières pastel, rose poudré, vert amande et bleu ciel. C'est comme si j'avais redessiné moi-même les couleurs du printemps. Dès qu'il y a un rayon de soleil, j'ouvre les fenêtres en grand, et à moins d'avoir une échelle, impossible de voir de l'extérieur. Personne n'a jamais pénétré dans ma chambre telle qu'elle est aujourd'hui. Juste après la disparition de Philippe Toussaint, je l'ai entièrement repeinte. J'y ai ajouté des rideaux, des dentelles, des meubles blancs et un grand lit avec un matelas suisse qui épouse les formes. La mienne, pour ne plus dormir dans celle
registre. Je consigne tous les enterrements et les exhumations. Je ne savais pas que ça faisait partie de vos attributions. Ça n'en fait pas partie, mais s'il fallait qu'on ne fasse que ce qui fait partie de nos attributions, la vie serait triste. C'est drôle d'entendre ça dans la bouche d'une... Comment appelle-t-on votre métier? Garde cimetière. Pourquoi vous pensez que je pleure du matin au soir, que je suis taillée dans les larmes et le chagrin? Je lui resserre un café pendant qu'il me demande à 2 reprises. Vous vivez seul? Je finis par répondre oui. J'ouvre mes tiroirs à registre et consulte le cahier 2009. Je cherche par nom de famille et trouve tout de suite celui de Gabriel Prudent. Je recommence à lire. 18 février 2009, enterrement de Gabriel Prudent, pluie diluvienne. Il y avait 128 personnes pour la mise en terre. Son ex-femme était présente ainsi que ses deux filles, Marthe Dubreuil et Chloé Prudent. À la demande du défunt, ni fleurs ni couronne, la famille a fait graver une plaque dans laquelle on peut lire en hommage à Gabriel Prudent, avocat courageux. Le courage pour un avocat, c'est l'essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas. Talent, culture, connaissance du droit, tout est utile à l'avocat. Mais sans le courage, au moment décisif, il n'y a plus que des mots, des phrases qui se suivent, qui brillent et qui meurent. Robert Badinter. Pas de curé, pas de croix, le cortège n'est resté qu'une demi-heure. Quand les 2 officiers des pompes funèbres ont fini de descendre le cercueil dans le caveau, tout le monde est reparti. Il pleuvait toujours très fort. Je referme le registre. Le commissaire a l'air sonné, perdu dans ses pensées. Il passe une main dans ses cheveux. Je me demande pourquoi ma mère veut reposer près de cet homme. Pendant un temps, il détaille à nouveau mes murs blancs sur lesquels il n'y a absolument rien à détailler. Puis il revient à moi comme s'il ne me croyait pas. Il désigne le registre 2009 du regard. Je peux lire. D'habitude, je ne confie mes notes qu'aux familles concernées. J'hésite quelques secondes et finis par le lui tendre. Il commence à le feuilleter. Entre chaque page, il me dévisage comme si c'était sur mon front que figuraient les mots de l'année 2009. Comme si le cahier qu'il tenait entre les mains était un prétexte pour poser les yeux sur moi. Et vous faites ça pour chaque enterrement? Pas tous, mais presque. Ainsi, quand ceux qui n'ont pas pu y assister viennent me voir, je leur raconte d'après mes notes. Vous avez déjà tué quelqu'un, je veux dire, rapport à votre métier? Non. Vous avez une arme? Ça m'arrive parfois, mais là, ce matin, non. Vous êtes venu avec les cendres de votre mère? Non, pour l'instant, elles sont au crématorium. Je ne vais pas poser ces cendres sur la tombe d'un inconnu. Pour vous êtes un inconnu, pas pour elle. Il se lève. Je peux voir la tombe de cet homme. Oui, pouvez-vous revenir dans une petite demi-heure? Je ne vais jamais dans mon cimetière en robe de chambre. Il sourit pour la 2e fois et quitte le séjour cuisine. Par réflexe, j'allume le plafonnier. Je n'allume jamais quand une personne entre chez moi, mais lorsqu'elle part. Pour remplacer sa présence par de la lumière, une vieille habitude d'enfant née sous X. Une demi-heure après, il m'attendait dans sa voiture, garée devant les grilles. J'ai vu l'immatriculation 13, Bouches-du-Rhône. Il avait dû s'assoupir contre son écharpe, sa joue était marquée comme froissée. J'avais enfilé un manteau bleu marine sur une robe carmin. J'avais fermé mon manteau jusqu'au cou. Je ressemblais à la nuit. Pourtant, en dessous, je portais le jour. Il aurait suffi que j'ouvre mon manteau pour qu'il cligne à nouveau des yeux. Nous avons marché à travers les allées. Je lui ai dit que mon cimetière avait 4 ailes. Laurier, fusain, cèdre et if. 2 columbariums et 2 jardins de souvenirs. Il m'a demandé si ça faisait longtemps que je faisais ça. Je lui ai répondu 20 ans, qu'avant j'étais garde-barrière. Il a demandé ce que ça faisait de passer des trains au corbillard. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Il s'était passé trop de choses entre ces 2 vies. J'ai juste pensé qu'il posait de drôles de questions pour un commissaire.
sur la stèle de Monsieur Prudent. Il n'a pas répondu. Chapitre 7. Il manquera toujours quelqu'un pour faire sourire ma vie. Toi. Je remporte des fleurs sur la tombe de Jacqueline Victor, épouse d'Angoise, et Maurice René d'Angoise. Ce sont deux belles bruyères blanches. On dirait deux morceaux de falaise de bord de mer en pot. Les rares fleurs qui résistent à l'hiver avec les chrysanthèmes et les succulentes. Madame d'Angoise aimait les fleurs blanches. Elle venait chaque semaine sur la tombe de son mari. Nous papotions. Enfin, à la fin, une fois qu'elle s'était un peu habituée à la perte de son Maurice. Les premières années, elle était dévastée. Le malheur, ça coupe la parole. Ou bien ça fait dire n'importe quoi. Puis, peu à peu, elle avait retrouvé le chemin qu'il faut prendre pour faire des phrases simples, demander des nouvelles des autres, des nouvelles des vivants. Je ne sais pas pourquoi on dit sur la tombe. On devrait plutôt dire au bord de la tombe ou contre la tombe. À part le lierre, les lézards, les chats ou les chiens, personne ne monte sur une tombe. Madame d'Angoisse n'a rejoint son mari du jour au lendemain. Le lundi, elle nettoyait la stèle de son bien-aimé. Le jeudi suivant, je fleurissais la sienne. Depuis son enterrement, ses enfants passent une fois par an et me demandent de m'en occuper le reste du temps. J'aime mettre mes mains dans la terre de bruyère, même s'il est midi et que le soleil pâle de ce jour d'octobre peine à réchauffer. Et bien que mes doigts soient gelés, ils se régalent, tout comme quand je les plonge dans la terre de mon jardin. À quelques mètres de moi, Gaston et Nono creusent une fosse à la pelle en se racontant leur soirée. De là où je suis, j'entends des bribes de leur conversation selon la direction du vent. Ma femme m'a dit à la télé, Tété mangeaison, faudrait pas que le chef a passé une omelette chez Violette. Je l'ai connu, c'était un bon gars, un frisé c'est ça. Oui, il devait avoir dans nos âges. C'était gentil ça, sa femme, pain pêche, chanson de Brel. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Une de ses envies de pisser, trouille, prostate, faire des courses avant que ça ferme, des œufs pour Violette, si c'est pas malheureux. Demain il y a un enterrement à 16h, un nouveau résident pour mon cimetière. Un homme de 50 ans, mort d'avoir trop fumé. Enfin ça, c'est ce qu'ont dit les médecins. Ils ne disent jamais qu'un homme de 50 ans peut mourir de ne pas avoir été aimé, de ne pas avoir été entendu, d'avoir reçu trop de factures, d'avoir contracté trop de crédits à la consommation, d'avoir vu ses enfants grandir et puis partir sans vraiment dire au revoir. Une vie de reproches, une vie de grimaces. Alors sa petite clope et son petit canon pour noyer la boule au ventre, il les aimait bien. On ne dit jamais qu'on peut mourir d'avoir eu trop souvent trop marre. Un peu plus loin, deux petites dames, Madame Pinto et Madame de Grange, nettoient les tombes de leurs hommes. Et comme elles viennent chaque jour, elles inventent ce qu'il y a à nettoyer. Autour de leur caveau, c'est aussi propre que dans un magasin de bricolage qui expose des revêtements de sol. Ces gens qui viennent chaque jour sur les tombes, ce sont eux qui ressemblent à des fantômes, qui sont entre la vie et la mort. Madame Pinto et Madame de Grange sont aussi légères qu'un moineau au sortir de l'hiver, comme si c'était leur époux qui les nourrissait tant qu'ils étaient encore en vie. Je les connais depuis que je travaille ici, plus de 20 ans qu'en allant faire leurs courses, elles font un détour chaque matin comme un passage obligé. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la soumission, ou les deux, si c'est pour les apparences ou par tendresse. Madame Pinto est portugaise, et comme la plupart des Portugais qui vivent à Brancion, en été, elle repart au Portugal. Ça lui donne du boulot pour la rentrée. Début septembre, elle revient toujours aussi maigre, mais la peau brunie, les genoux égratignés d'avoir nettoyé les tombes de ceux qui sont morts au pays. Moi, en son absence, j'ai arrosé les fleurs françaises. Alors pour me remercier, elle m'offre une poupée en costume folklorique